Mesdames, Messieurs, asseyez-vous, prenez place. Alors, bienvenue à cette conférence d'Energissima. Bienvenue surtout. Merci d'être venus aussi nombreux. Il faut dire, je crois que rarement les thèmes qui seront abordés aujourd'hui ont autant été d'actualité, que ce soit le blackout, que ce soit les pénuries qui frappent maintenant l'Europe avec le gaz russe, qui est une menace sur le développement de l'Europe tout entière, y compris en Suisse, et puis les décisions fédérales à prendre pour tenter de pallier à une éventuelle crise énergétique qui pourrait nous menacer aux alentours de 2025, selon les rapports d'experts, déjà. Donc c'est demain. 2025, c'est demain. Et évidemment, le temps de décision est souvent très long en Suisse, mais sans doute là, il faudra accélérer les choses. Alors, j'ai le plaisir de vous accueillir avec un panel de très haute qualité, dont je vous présenterai les principaux membres. Mais d'abord, j'aimerais remercier tous les sponsors, les partenaires, évidemment Espace Gruyère, qui est à l'origine, qui a permis et qui soutient cette manifestation. Alors voilà le thème, c'est sécurité d'approvisionnement en énergie, pénurie et blackout. On verra que pénurie et blackout sont des choses différentes. La pénurie, heureusement, les pénuries sont relativement prévisibles, alors qu'un blackout ne l'est pas. Un blackout peut se produire dans la minute qui suit, et la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait quand il y a un blackout électrique. Il y a alors une stratégie fédérale en cours, les cantons sont aussi tenus de prendre des dispositions, les grandes entreprises aussi, ou grands consommateurs, peuvent être impliqués directement dans un blackout pour notamment renoncer à certaines consommations. Mais je ne veux pas vous faire peur, il y a une autre crainte qui arrive maintenant sur l'ensemble, cette fois, de l'humanité, c'est une tempête solaire. Et cette tempête solaire, selon les scientifiques, pourrait se produire aux alentours de 2029. Elle s'est produite il y a à peu près un siècle, et on sait qu'elle avait fait des dégâts extrêmement importants. Or, nous avons tous des systèmes électriques partout, de l'électronique partout, et on sait qu'une partie de nos équipements électroniques ne résisterait pas à une tempête solaire. Alors, si on veut se faire peur, il y a de quoi. Mais je vous rassure, cette tempête solaire n'est pas le plus probable. Alors, je me présente, je suis chef de la rubrique économie de la rédaction de Tamedia Suisse romande, c'est-à-dire que je dirige toutes les questions économiques pour les quotidiens 24 heures, Tribune de Genève et Matin Dimanche. Alors, nos orateurs. Tout d'abord, c'est M. Dominique Martin qui prendra la parole au nom de l'Association des entreprises électriques suisses, qui est la fêtière de toutes les compagnies d'électricité en Suisse, qui est une branche extrêmement importante pour la question que nous allons aborder aujourd'hui. Ensuite, je passerai la parole à Mme Neil Reimann, qui va présenter l'actualité vue de Swissgrid. Swissgrid, qui est le réseau national de transport d'électricité à haute tension. C'est la colonne vertébrale du système électrique suisse, qui est reliée au réseau européen. Et la question européenne, pour Swissgrid, est extrêmement importante, mais est important aussi également pour Swissgrid la capacité d'être en permanence capable de stabiliser le réseau suisse. Je passerai ensuite la parole à M. Jacques Moron, qui dirige le groupe E. Je crois qu'ici, on n'a pas besoin de le présenter. Il est partout. C'est le sponsor de tout Fribourg, mais c'est aussi une entreprise extrêmement innovante qui a beaucoup changé, beaucoup évolué ces dernières années, et il nous dira comment il envisage cette transition énergétique et écologique aussi à la fois. Ensuite, je donnerai la parole à M. Patrick Berchi, qui est de la Romande Énergie, qui nous parlera de l'enjeu sur les réseaux. C'est extrêmement important, puisque les réseaux vont jouer un rôle très important pour le stockage, mais aussi pour accueillir des nouvelles formes de production d'énergie. Nous aurons aussi l'occasion d'entendre aussi le point de vue de la recherche et de l'éducation par M. Patrick Favre-Perrault, qui va nous parler un peu comment les HES voient le court, le moyen et le long terme de ces problématiques liées à l'énergie. Et enfin, nous aurons le plaisir d'accueillir M. Pierre-André Page, qui est membre de la Commission énergie et aménagement du territoire,
qui est conseiller national de Fribourg, qui est un membre du plus grand parti de Suisse, l'UDC, et qui donc est une voix très autorisée et très importante dans le débat énergétique suisse. Voilà. Après leur exposé de chacun, nous aurons une série de questions entre nous ici sur le podium, et ensuite vous aurez l'occasion évidemment de poser des questions. Quand vous interviendrez, soyez le plus bref possible pour permettre à d'autres aussi de poser des questions, et surtout dites de qui vous êtes. Ça aide aussi à pouvoir savoir d'où vient votre intérêt. Et c'est important pour les gens qui nous écoutent. Voilà. Et puis si vous n'êtes pas sage, j'interviendrai. C'est mon rôle. C'est mon privilège. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et sans plus attendre, nous allons débuter cette conférence avec M. Dominique Martin qui va me rejoindre sur le podium. Voilà où nous en sommes. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Mesdames, Messieurs, voilà où nous sommes aujourd'hui, à la croisée des chemins. Tout d'abord, merci beaucoup aux organisateurs pour ce podium sur ce sujet tellement actuel et merci aussi pour l'aimable invitation à notre association. Ça fait très longtemps que notre branche clame haut et fort qu'il faut enfin lâcher les bêtes, c'est-à-dire enfin lever le frein qu'il y a aujourd'hui au développement de la production d'énergie renouvelable, parce qu'autrement la décarbonisation restera tout simplement lettre morte. En effet, au rythme actuel, si on continue comme ça, il nous faudrait plus de 100 ans pour développer suffisamment les énergies renouvelables pour atteindre l'objectif de zéro émission nette, pourtant prévu pour 2050. Et l'automne passé, nous avons été rejoints dans nos inquiétudes, tant par le président de la Confédération, Guy Parmelin, que par la ministre de l'Énergie, Simonetta Sommaruga, qui ont averti sans ambiguïté aucune que nous devions nous préparer à d'éventuelles pénuries d'électricité et à de sérieux problèmes d'approvisionnement, et ce, déjà dès 2025, donc demain. Dans ce contexte, la guerre en Ukraine renforce encore l'urgence de la situation et les risques de pénurie d'électricité, en particulier en hiver, deviennent de plus en plus menaçants. Outre les risques liés à la volatilité sans précédent des marchés, il s'agit surtout de risques liés à nos importations. En effet, vous savez certainement qu'en hiver, la Suisse est très dépendante des importations d'électricité en provenance de nos voisins, mais ces importations présupposent évidemment que nos voisins puissent nous exporter de l'électricité. Or, il y a plusieurs problèmes. Premièrement, il y a la sortie du nucléaire et du charbon en Allemagne, il y a l'état de plus en plus fragile du parc nucléaire en France, et tout ça fait qu'on aura un fort recul des capacités assurées qui pourront être exportées vers la Suisse. En plus, et à court terme, l'objectif de réduire l'utilisation de gaz dans toute l'Europe, ça rajoute encore une couche, puisque le développement de capacités de gaz naturel liquéfié qui pourrait remplacer le gaz russe demande de grands investissements dans des infrastructures et ça va prendre beaucoup de temps. Enfin, les capacités transfrontalières du réseau électrique de nos voisins vers la Suisse vont être restreintes dès 2025 en raison de l'absence d'accord sur l'électricité avec l'Union européenne. Notre dépendance vis-à-vis des importations d'électricité, surtout en hiver, qui s'est déjà accrue ces dernières années, constitue désormais un risque très élevé qui n'est vraiment plus tenable. On a aujourd'hui vraiment une conjonction de facteurs problématiques. C'est pourquoi nous sommes vraiment à la croisée de ces chemins. Est-ce que nous voulons vraiment nous permettre le luxe de nous reposer sur les lauriers de nos ancêtres, pionniers de l'hydraulique ? Nous pensons au contraire que nous devons maintenant prendre nos responsabilités en tant que société et impérativement revoir nos priorités. Pour améliorer la sécurité d'approvisionnement, notre association fêtière a élaboré une feuille de route avec plus d'une quarantaine de mesures très concrètes. Il s'agit en particulier tout d'abord de trouver une solution durable pour nos relations avec nos partenaires européens.
La Suisse n'est pas un îlot, ni économiquement, ni électriquement parlant. Elle a tout à gagner d'une plus grande collaboration avec ses voisins. Ensuite, il faut une forte et rapide augmentation de la production de toutes les énergies renouvelables. Je dis bien toutes les énergies renouvelables. Chaque kilowattheure compte. Chaque kilowattheure compte. On ne le répétera jamais assez. Ensuite, il faut une forte hausse de l'efficacité énergétique. Il faut des réseaux solides, modernes et intelligents qui soient adaptés à la décentralisation de la production et à la transition énergétique, parce que n'oublions pas que la production n'est qu'un côté de la médaille. Ensuite, il faut une accélération marquée des procédures d'autorisation de toutes ces infrastructures. Aujourd'hui, ça va encore beaucoup trop lent. Et il faut une approche pragmatique de la pesée des intérêts entre utilisation et protection de la nature et du paysage. Ensuite, c'est peut-être le plus important. C'est une mesure qui ne figure pas dans notre feuille de route, mais je vais vous la dire ici, puisqu'on est entre nous dans cet endroit magnifique. Ce qu'il faut surtout, c'est moins de sceptiques. Il faut moins d'empêcheurs, il faut moins de râleurs. Juste un petit exemple à ce sujet. Récemment, on a entendu parler de l'idée de mettre en place des grandes constructions photovoltaïques dans les Alpes qui seraient particulièrement utiles et précieuses pour le courant hivernal. Qu'est-ce qui s'est passé? À peine cette idée a été lancée, que déjà des voix se lèvent de part et d'autre, notamment au Parlement, pour tuer dans l'œuf ces projets novateurs, moyennant un moratoire. Alors franchement, je crois que la question mérite d'être posée. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt un moratoire sur les renouvelables-sceptiques? Quoi qu'il en soit, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre le luxe du statu quo et devons maintenant nous décider. Alors, est-ce que nous décidons de prendre nos responsabilités, de relativiser peut-être certains principes pour trouver des compromis et tirer tous à la même corde pour enfin développer avec détermination les capacités renouvelables et assurer notre sécurité d'approvisionnement en électricité? Ou est-ce que nous décidons de continuer au même rythme actuel, de nous empêtrer encore et encore dans les méandres de la tergiversation et des procédures, et de foncer peu à peu, sciemment, droit dans le mur en matière d'approvisionnement en électricité? C'est donc là que nous en sommes aujourd'hui, à la croisée de ces chemins, et j'ose espérer que nous ferons le bon choix, celui d'un approvisionnement en électricité sûr pour notre pays. Merci beaucoup de votre attention. Parfait. Je passe la parole maintenant à Madame Heinemann de Swissgrid. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci beaucoup de me donner la possibilité de présenter le point de vue de Swissgrid et de faire passer quelques messages, même si je pense qu'il y a des messages qui vont être répétés plusieurs fois aujourd'hui. Alors, Swissgrid, comme on vous l'a déjà dit, en fait, nous sommes le réseau de transport ou les autoroutes de l'électricité en Suisse. Donc, toutes les lignes et les installations très haute tension de 380 000 et de 220 000 volts appartiennent à la société Swissgrid. Et Et Swissgrid est responsable de l'entretien de ces installations, de leur développement et aussi de l'exploitation de ces installations. Le premier message que j'aimerais faire passer, c'est que parler de sécurité d'approvisionnement, ça sous-entend d'avoir un réseau sûr. Il n'y a pas de sécurité d'approvisionnement sans sécurité du réseau. Et le réseau est une infrastructure, le réseau de transport est une infrastructure critique. C'est même probablement une des infrastructures les plus critiques en Suisse. Sans électricité, on ne peut pas faire grand-chose. Et pour garantir cette sécurité d'approvisionnement, la Suisse a besoin d'un réseau qui est bien entretenu, d'un réseau qui est adapté, d'un réseau qui est stable et suffisamment, évidemment, d'électricité et d'une bonne collaboration avec ses partenaires. Alors, le réseau électrique, enfin, le réseau de transport ou les autoroutes de l'électricité en Suisse font face à une grande mutation, à un changement de paradigme. Ce réseau, il a été construit à l'époque
pour pouvoir... En fait, la production à l'époque, elle était essentiellement décentralisée, donc c'était une production hydraulique essentiellement dans les Alpes et de la production nucléaire, et il fallait transporter cette production depuis les centres de production vers les centres de consommation. Et aujourd'hui, on assiste à un grand changement de paradigme, puisqu'on a de plus en plus de production décentralisée et de petites sources de production, qui est de la production essentiellement renouvelable et beaucoup plus volatile. Ce qui fait qu'avec ce changement de paradigme, on assiste en fait à une mutation et à une transformation de notre réseau. Chez Swissgrid, on travaille toujours sur le réseau stratégique. On imagine comment le réseau va se développer. Et aujourd'hui, on est en train de construire le réseau qu'on avait prévu pour l'horizon 2025 et de réfléchir au réseau stratégique qu'on va devoir construire pour l'horizon 2040. Mais l'un des messages également que j'aimerais faire passer, c'est que pour développer ce réseau, on fait face à des procédures, et ces procédures, elles sont beaucoup trop lentes. Donc il faut vraiment qu'on puisse aller plus vite, qu'on puisse accélérer ces procédures pour pouvoir remplir notre mission. Une autre chose dont nous avons besoin, c'est de suffisamment d'énergie. Parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, une de nos fonctions, c'est de garantir la stabilité du réseau, de garantir en tout temps, en fait, qu'il y a un équilibre entre la consommation et la production. Et pour ça, on a besoin de suffisamment d'énergie, on a besoin d'énergie de réglage. Et la réserve stratégique, comme elle est prévue aujourd'hui dans l'acte modificateur, elle ne va pas suffire. Il va falloir plus d'énergie et il va falloir qu'on puisse utiliser cette énergie de manière flexible. Pour nous, ce n'est pas important la source d'énergie. Ce qui est important, c'est qu'on en ait suffisamment et vraiment chaque kilowattheure compte. Enfin, le dernier message que j'aimerais passer, et ça, vous l'avez déjà entendu tout à l'heure, nous ne sommes pas une île. Nous sommes au centre de l'Europe, mais nous ne sommes pas une île. Et c'est vrai également sur le plan électrique. Il n'y a pas un réseau suisse, mais il y a vraiment un réseau européen. Et le réseau suisse, il est très interconnecté avec ses voisins. En fait, il y a 41 lignes d'interconnexion entre la Suisse et ses voisins. Quand on exploite notre réseau, on doit l'exploiter de manière en collaboration avec nos voisins. Et ça devient de plus en plus compliqué parce que nous n'avons pas d'accord sur l'électricité. Ça, vous le savez tous. Et de ce fait, nous sommes exclus des marchés de l'électricité au niveau européen. Et ça devient de plus en plus compliqué pour nous. Voilà, donc il est clair que du côté de Swissgrid, un des messages que nous aimerions faire passer, c'est la nécessité d'avoir cet accord. Merci beaucoup. Monsieur Moron. J'accueille maintenant Monsieur Moron, qui va nous présenter le point de vue de compagnie électrique. Merci. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, votre présence nombreuse aujourd'hui le prouve. Nous sommes à un moment crucial en termes d'approvisionnement de notre pays, à un moment crucial pour déterminer ce que nous voulons faire de notre futur. Je me retourne pour commencer par contre juste vers le passé. En Suisse, on a un excellent indicateur de ce que signifie le réchauffement climatique. Vous avez ici le glacier d'Aletsch, la plus grande langue glaciaire des Alpes au milieu du 19e siècle. Voilà ce qu'il en reste aujourd'hui, si ça fonctionne. Voilà ce qu'il en reste aujourd'hui. L'ETH de Zurich prévoit que d'ici la fin du siècle, la plus grande langue glaciaire des Alpes est disparue. Nous devons agir pour éviter ces changements climatiques qui, en plus, sont révélés de manière extrêmement forte, notamment en 2020, avec des catastrophes qu'on a vues en Suisse et en Europe. On constate aujourd'hui une prise de conscience de plus en plus grande au sein de la population, alors avec des méthodes qui peuvent être très différentes, certains qui vont jusqu'à se coller à la route, d'autres qui manifestent et d'autres qui utilisent notre très bon système démocratique pour amener ces changements.
On a aussi un autre problème très actuel qui a surgi depuis le début de cette année, qui est notre dépendance finalement en termes d'importation à des pays dont on n'aimerait pas forcément être dépendant aujourd'hui, que ce soit pour notre gaz, pour notre pétrole et aussi pour notre uranium. Les défis sont grands et la réalisation de la transition énergétique signifie en grande partie une électrification plus importante, que ce soit dans le domaine de la mobilité, dans le domaine du chauffage aussi, ce qui permet d'avoir des gains en efficience qui sont extrêmement importants et qui permettent, si l'électricité est produite à partir d'énergies renouvelables, de se passer complètement des énergies fossiles. Nous avons les solutions, il s'agit de les mettre en place. Le défi majeur pour réussir, c'est surtout d'avoir suffisamment d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables pendant l'hiver. On a ici à gauche la situation d'aujourd'hui en Suisse, avec, vous avez en trétillé la consommation, plus de consommation pendant l'hiver que pendant l'été, et puis les différents moyens de production, nucléaire, hydraulique ou thermique et renouvelable. Aujourd'hui, la Suisse importe, dans un hiver normal, entre 0 et 5 TWh d'énergie, d'électricité. Essentiellement, et ça a été démontré par Neil Rehman, à partir de l'Allemagne et de la France, pays qui ne seront probablement plus capables d'exporter les quantités qui sont exportées aujourd'hui. Pourquoi ? La France a son parc de nucléaire vieillissant, l'Allemagne est en train de réaliser sa transition énergétique et en bonne voie pour la réaliser, mais ne va pas suréquiper son pays en énergie renouvelable pour l'exporter vers la Suisse finalement. L'Allemagne aujourd'hui déjà, c'est 20 à 25% de sa part de consommation qui est à base d'éolien. C'est à peu près la même chose, un petit peu moins en termes de photovoltaïque. Donc un vrai pas en avant qui est réalisé par l'Allemagne, qui vise sa sortie des énergies fossiles d'ici 2030 à 2038. Aucune garantie qu'on ait encore droit à ces 2 à 3 TWh d'importation, alors que si on se projette dans le futur, alors j'ai pris 2050, mais la situation est déjà importante et grave d'ici 2025 voire 2030. Si on prend 2050 et qu'on part du principe qu'on soit sorti de nos centrales nucléaires et qu'on développe le photovoltaïque partout, en gros, ça veut dire si on couvre tous nos toits en photovoltaïque, voilà à quoi ressemblerait la situation en 2050. Et ce ne serait pas 2 à 3 TWh qu'on devrait importer en hiver, c'est 5 à 10 fois plus. Ça montre l'effort. Quand on parle du manco d'énergie en hiver, les 2 à 3, on n'est pas sûr de les avoir. Les 15 à 20, c'est sûr, on ne les aura pas. Ça veut dire qu'on doit réagir. On doit réagir pour éviter cette situation de manco qui est dramatique. Hein. Si on a une situation où on arrive en pénurie, tout s'arrête. Et tout s'arrête d'une seconde à l'autre. On n'a pas la notion de commerce essentiel comme on l'a vécu en 2020 qui reste ouvert. À la seconde où on doit couper, tous les commerces s'arrêtent. En quelques minutes, tous les systèmes de communication tombent. Ça veut dire qu'on n'a même plus aucune information sur ce qui se passe. En quelques heures, dans la plupart des communes en Suisse, il n'y a plus d'eau. Quelques heures plus tard, les stations d'épuration ne font plus leur travail. On a des cours d'eau qui sont pollués. Donc on n'a plus d'eau à la maison, on a des cours d'eau pollués. Et toute la partie d'alimentation tombe complètement. À partir de 3 à 4 jours, on estime qu'on commence à avoir des décès dans la population. On a une génération qui ne s'en rend pas forcément compte parce que chaque fois qu'on a appuyé sur le bouton de la lumière, l'énergie est venue. Aujourd'hui, on doit réagir pour garder cet approvisionnement, cette qualité d'approvisionnement en Suisse et ailleurs. Heureusement, les solutions existent. Elles passent tout d'abord par les gains d'efficience. Le kilowattheure qui n'est pas consommé est celui qui est le plus facile à produire. Et ensuite, on a en Suisse suffisamment d'eau, de soleil et de vent pour avoir un approvisionnement durable, local, complètement renouvelable. Il ne dépend que de nous de le mettre en place. C'est l'enjeu pour les prochaines années, mais nous devons aller vite. Le temps presse. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Moron. Merci, M. Moron. Je demande à M. Bertschy de me rejoindre pour sa présentation. Voilà. Alors bonjour vous tous. Déjà, aussi merci de votre présence et de nous laisser la possibilité de présenter les quelques éléments des enjeux de l'approvisionnement en électricité qui nous occupent grandement. C'est vrai qu'on l'a déjà entendu, l'année 2021 a été très particulière. On a subi
des événements dans le monde de l'énergie qui ont été assez marquants, notamment l'évolution aussi des prix sur les marchés. On a eu entre le début de l'année et la fin de l'année un facteur x6 sur les prix de l'énergie électrique sur les marchés de gros européens. Une situation qu'on n'avait jamais connue, y compris dans les années 2008 où on avait déjà connu des fortes hausses, mais on est passé bien en dessus de ces limites, les limites de ce moment-là. Finalement, on en a parlé un peu tout à l'heure, le contexte qu'il soit géopolitique ou qu'il soit énergétique influence grandement ces effets-là et nous conduisent vers un risque beaucoup plus élevé finalement de pénurie et de blackout. Alors, M. Veillal a déjà évoqué finalement quelle est la différence entre le blackout et la pénurie. Alors, si on part en blackout, c'est une panne soudaine, c'est quelque chose qu'on ne prévoit pas, on ne peut être que réactif à une panne du système électrique. Elle peut venir d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et dans ce cas-là, il y a des systèmes automatiques sur les réseaux qui déclenchent du moment que la fréquence diminue. Donc ça, c'est ce que impliquerait un blackout. Et on ne peut que se préparer en tant que gestionnaire de réseau ou en tant qu'entreprise d'approvisionnement de manière anticipée et d'avoir des équipes prêtes à interagir ou à agir en cas de blackout. Contrairement à la pénurie, on peut l'anticiper. On estime que c'est 2 à 3 mois d'anticipation possible pour une pénurie. On parle aujourd'hui de 2025, fin de l'hiver, il y aurait un risque de pénurie. Alors effectivement, on peut s'y préparer. Et pour s'y préparer, la Confédération n'est pas restée les bras croisés. Elle a mis sur pied toute une organisation, ce qui s'appelle le plan Austral, auquel participe l'AIS, qui en est le porteur et qui met en place la structure et l'organisation pour. Et elle s'appuie aussi sur les entreprises électriques comme la nôtre pour finalement de déployer ce plan. Et nous appuyons aussi sur les clients, les consommateurs, notamment les grands consommateurs. C'est ce qui a été l'objet justement de cette communication de Guy Parmelin au mois de septembre 2021, qui a finalement créé passablement de confusion et d'émoi dans la population des industriels et des grands consommateurs. Donc, quand on a affaire à une pénurie, ça veut dire qu'il n'y a plus assez d'énergie qui va arriver sur le réseau dans les prochains mois. Donc, comment est-ce qu'on peut s'y préparer? Un des moyens, c'est de baisser la consommation. C'est ce qu'on demande aux grands consommateurs, c'est finalement qu'ils réfléchissent de manière anticipée qu'est-ce qu'ils pourraient éviter de consommer lors de ces périodes afin de diminuer la consommation et de garder le système électrique en équilibre. Au plein de vue des entreprises électriques, on a également un plan qui est en place de notre côté. C'est si cette baisse de consommation de la part des industriels ne suffit pas, on peut passer sur un système de coupure d'énergie tournante. C'est ce que connaissent certains pays ces dernières années. On a vu aussi en Chine qu'il y a des régions entières qui ont connu ces cycles de coupure. C'est donc 4 heures par jour, tout le monde est coupé pendant un moment et par région, ces 4 heures sont décalées afin d'assurer que finalement l'offre puisse être équilibrée par rapport à la demande d'énergie. Donc ces risques qu'on a de pénurie et de blackout font que les GRD, on doit aussi s'y préparer. Et notamment, notre inquiétude et notre mission principale en tant qu'entreprise d'approvisionnement en électricité, c'est d'assurer cette sécurité d'approvisionnement. Swissgrid joue un rôle, Nel nous l'a expliqué tout à l'heure. Les entreprises d'approvisionnement locales comme nous, on a un autre rôle à jouer, c'est finalement de s'assurer que notre partie du réseau reste en bon état et permette de faire circuler cette énergie. On a une problématique nouvelle aussi, c'est cette décentralisation de la production. De plus en plus d'installations solaires ou de petites unités de production se trouvent dans les niveaux de réseau de basse et moyenne tension, ce qu'on connaissait peu auparavant. Et finalement, il y a beaucoup plus de circulation d'énergie dans ces niveaux de réseau-là qu'auparavant, où tout venait de la très haute tension vers le consommateur. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'échanges entre consommateurs. Mais si vous imaginez dans un quartier, vous vous retrouvez avec des installations solaires et des consommateurs juste à côté, les échanges se font automatiquement parce que les règles physiques elles sont celles-ci. Et c'est là que le distributeur d'énergie comme Romand d'énergie, on doit s'assurer que ces échanges soient possibles, et ce qui implique de mettre aussi beaucoup plus d'intelligence dans le réseau et d'avoir des capteurs à des niveaux qu'on n'avait pas jusqu'à aujourd'hui. Donc cette évolution technologique des réseaux fait qu'on installe de l'intelligence et de la donnée avec des capteurs sur des endroits qu'on n'avait pas auparavant. Cette technologie, elle est communicante. Donc, communiquer veut dire que nous, on peut communiquer avec, mais aussi des gens mal intentionnés pourraient communiquer avec. Et c'est vrai que toute la sécurité cyber devient aussi un enjeu. Et on est de plus en plus vigilants et on teste beaucoup nos installations pour s'assurer finalement que ces infrastructures que l'on installe restent fiables, sécures et que les attaques cyber soient limitées vraiment au strict minimum, bien qu'on sait
qu'elles auront lieu un jour. C'est juste une question de temps pour que ça arrive. Ce que j'aimerais donner en termes de conclusion, c'est qu'aujourd'hui, finalement, l'enjeu énergétique, il est là pour tout le monde. Et il pourra être résolu ou on pourra passer ce cap-là uniquement en travaillant sur l'offre, donc sur l'énergie qu'on met sur le marché. Donc il ne faut pas opposer les technologies de production d'énergie. On a besoin de chaque kilowattheure. L'AES l'a aussi dit, chaque kilowattheure compte et je pense qu'aujourd'hui on en est de plus en plus conscient. C'est également au niveau de la demande, donc la sobriété dans l'énergie ne veut pas dire une perte de confort, ça veut dire réfléchir et avoir conscience finalement que le kilowattheure qu'on consomme, est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce que je pourrais utiliser à meilleur escient cette énergie? C'est vraiment remettre ce caractère précieux de l'énergie sur le devant. Des sociétés comme la nôtre, on s'engage pour être facilitateur là-dedans. On doit le faire dans le cadre légal. M. Page nous parlera peut-être tout à l'heure de l'évolution qu'il y a sur les différentes lois, mais c'est vrai que ce cadre légal aujourd'hui nous contraint dans certains aspects, notamment sur la facilité qu'on pourrait mettre aux échanges d'énergie entre un producteur et un consommateur à des niveaux de réseau qui sont beaucoup plus bas. Donc pour moi, je pense que c'est uniquement en additionnant nos efforts qu'on arrivera à passer cette transition énergétique et à éviter les scénarios catastrophes qu'on voit de plus en plus. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Bertschy. Je passe la parole maintenant à M. Patrick Favre-Perrault, qui va présenter le point de vue un peu des hautes écoles. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous ai amené 3 aspects pour, rentrer dans cette discussion du débat du moment. Le premier aspect, pour un ingénieur, c'est l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe du temps. On est face à des questions qu'on peut trier par temporalité. La première, c'est l'alarme immédiate qu'on reçoit en entendant les nouvelles, en regardant, peut-être pour ceux qui sont curieux, les prix sur les différents marchés de l'énergie. On se rend compte qu'il y a une explosion du coût qui reflète évidemment la situation d'approvisionnement momentanée qui est difficile. Ensuite, on entend parler de l'échéance 2025 et on se dit « Ok, ça va bien, on a encore 3 ans devant nous ». La réalité, c'est que justement, cette temporalité, bien sûr, elle est différente. À court terme, on n'a quasiment aucune possibilité d'installer quoi que ce soit comme résultat de recherche. La seule chose qu'on peut probablement faire, c'est agir sur l'utilisation de ce qui est déjà installé, c'est-à-dire des incréments d'intelligence, l'utilisation de flexibilité, peut-être des approches nouvelles dans la gestion du réseau, mais certainement très peu de hardware. La fermeture des centrales, en Allemagne, c'est à la fin de cette année, 2025, des pénuries chez nous en Suisse, là aussi, le temps pour transférer des résultats de recherche, moi comme chercheur, ça me stresse un petit peu, 3 ans, c'est pas beaucoup pour déployer. On a par contre ici déjà des possibilités, disons, d'appliquer la recherche. Puis ensuite, on a évidemment le long terme, 2050, qui est plus ou moins maintenant l'aboutissement des planifications. On arrivera à ce zéro carbone tant demandé. Là, des solutions, évidemment, il y en a plus, mais il n'y a pas de raison non plus de traîner. Deuxième aspect à partager, justement, quels sont les leviers sur lesquels on peut agir. Et bien sûr, vu mon affiliation dans une haute école, les 2 leviers, ce n'est pas une surprise, c'est la formation et la recherche. Au niveau formation, je pense que c'est quelque chose à ne pas négliger. Je me souviens qu'à l'époque de mes études, qui datent d'une trentaine d'années, dans les auditoires, il y avait beaucoup de place, surtout dans les domaines justement liés à l'énergie. On le voit aujourd'hui, l'intérêt est plus grand. Cette formation, elle concerne bien sûr les jeunes qui vont terminer leurs études, mais elle concerne aussi la formation continue des personnes qui changent de secteur ou des personnes qui veulent, disons, participer à cette transition. Ce qui fait que, disons, on aura notamment la possibilité d'expliquer à ceux et celles qui ne le savent pas encore la différence entre une pénurie et un blackout. Ça nous permet notamment aussi de, peut-être pas contribuer à diminuer le risque physique de blackout, mais augmenter la masse disponible de savoir et de compétences qui contribuent, disons, à la résolution des challenges. Deuxième aspect qui est, dans ma fonction, évidemment, le plus important, la recherche. Alors ça tombe bien, évidemment, on a une aubaine devant nous. L'intérêt du public n'a jamais été aussi grand au résultat des recherches dans le domaine de l'énergie et même aussi des réseaux, mon domaine plus particulier. Maintenant, il faut faire attention, évidemment, ça augmente aussi la pression. Petite parenthèse publicitaire, on a la chance avec les PFL et la HESSO d'être invités par
le présent forum. Ça veut dire qu'on a un grand stand que je vous invite à aller visiter. Vous y voyez évidemment des résultats de nos recherches. Les recherches, c'est quoi? C'est réduire par exemple la consommation, mais, et c'est ça je pense l'incrément de la recherche, parce que éteindre un consommateur c'est facile, mais l'incrément de la recherche c'est de le faire en sorte que votre qualité de vie, votre confort ne soit pas impacté. On parle donc de bâtiments qui s'adaptent à l'utilisateur. Vous ne remarquez pas que votre bâtiment consomme moins, parce que le bâtiment s'adapte à votre utilisation. La deuxième chose, c'est de la flexibilité qui est nécessaire justement à s'adapter à ces fluctuations journalières et saisonnières. Là aussi, le fait que l'approvisionnement change ne devient pas forcément une conséquence physique pour vous comme consommateur. Les technologies de l'information et de la communication, elles aussi, sont très gourmandes, de plus en plus gourmandes. Il existe des façons de faire qui permettent de réduire la consommation. Là aussi, dans le but que les consommateurs finaux, les utilisateurs des services ne le voient pas forcément. Puis ensuite, on rentre dans des technologies de stockage. L'hydraulique, ça fait longtemps que c'est inventé et que ça existe. Il y a quand même des possibilités de recherche et d'optimisation, notamment dans le domaine de la flexibilisation de l'utilisation de ce stockage. Ensuite, on a des stockages qui font intervenir d'autres formes d'énergie, chimiques ou thermiques. On parle de couplage sectoriel. Ça aussi, c'est un domaine qui permet encore, disons, des incréments de recherche. Et il y a des résultats très intéressants qui font qu'on met au centre de l'attention le besoin de chaleur, de lumière, de mobilité d'une personne, plutôt que de mettre son approvisionnement en électricité et en d'autres vecteurs énergétiques au centre. Puis ensuite, à la fin, on a encore aussi, bien sûr, les composants des différents systèmes qui sont intéressants. Pour terminer, disons, deux facteurs qui vont déterminer les solutions. Premier facteur, c'est l'économicité, c'est clair. Hein, donc, pour un ingénieur, souvent, le deuxième axe, en fait, ça devient quand même aussi le coût. Donc, si on propose quelque chose, il faut que ce soit finançable. Une des questions qui se pose ici, c'est la question aussi de la rémunération des actifs qui sont dans le réseau. C'est un domaine qui est intéressant. C'est un domaine qui va certainement déterminer est-ce qu'on va pouvoir se payer ou pas l'innovation qui est nécessaire. Puis deuxième point, c'est la réglementation. Ça a déjà été adressé précédemment. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire d'un point de vue légal et réglementaire? Et ça va aussi influencer, disons, l'agilité avec laquelle on peut adresser toutes les questions qui se posent à nous. Merci pour cette possibilité de m'exprimer. Je me réjouis de la suite du débat. Merci. Et maintenant, la parole au volet politique, au Parlement en quelque sorte, parce que, évidemment, le domaine de l'énergie est très régulé et joue un rôle essentiel. Monsieur Page, vous avez la parole. Bien sûr, mesdames et messieurs, il ne faut pas être alarmiste et créer au sein de notre population une panique inutile. Mais il faut être réaliste. Aujourd'hui en Suisse, notre sécurité d'approvisionnement en énergie est-elle garantie? N'est-elle plus garantie? Elle est menacée et à des échéances qui ne sont pas à des années-lumière. Notre sécurité est d'ailleurs si menacée que même notre Conseil fédéral s'en préoccupe. Au début de ce mois, il a examiné la création d'un mécanisme de sauvetage destiné à des entreprises électriques d'importance systémique. Le caractère d'urgence de la situation n'échappe pas à notre gouvernement, puisqu'il entend soumettre une loi fédérale urgente déjà lors de la session d'été 2022. Cette réaction, vous vous en doutez, mesdames et messieurs, trouve son origine bien sûr dans la guerre en Ukraine, même si la problématique était déjà connue à la suite de la décision un peu hasardeuse de sortir du nucléaire sans sécurité d'approvisionnement. Une guerre qui ne menace pas seulement notre approvisionnement en énergie, mais aussi et surtout peut-être notre auto-approvisionnement alimentaire. Mais là, ce n'est pas le thème de Energissima. Alors, que faire devant cette éventuelle blackout électrique ou pénurie? Les réponses techniques sont en vos mains, vous, les spécialistes de la production et du stockage. Les réponses politiques sont en main des politiciens, et nous en avons. La nouvelle loi sur le CO2, basée sur un système punitif avec de nombreuses taxes, avait été refusée. Et la nouvelle n'est pas sans danger. En effet, si cette loi entend faire sortir notre pays le plus rapidement que possible de sa dépendance aux énergies fossiles, alors nous allons accroître notre dépendance à l'énergie électrique. Et cet accroissement ne sera pas timide. Pensons, avec l'augmentation de la population, avec nos besoins en mobilité, au travail à domicile,
en connectivité et en confort. Dans ce domaine, nous pouvons en appeler à la responsabilité individuelle, à ce geste si simple, tirer la prise. La consultation d'ailleurs autour de la loi sur le CO2 est terminée, de la nouvelle qui a été refondue. Les commissions devraient débuter leur travail dès que Mme Sommaruga aura analysé les nombreuses prises de position et préparé le message y relatif. Cela va certainement durer encore plusieurs mois. Mais nous allons devoir surveiller de près l'évolution et sans aucun doute freiner les ambitions d'une partie de notre Parlement un peu du côté vert. On l'a vu avec l'élaboration du contre-projet indirect à l'initiative des glaciers qui vient d'être décidé par notre commission. On veut mettre le turbo pour passer au tout électrique sans savoir comment produire cette énergie indispensable pour réaliser de telles ambitions. À part cela, mesdames et messieurs, sécuriser notre approvisionnement en énergie électrique, c'est aussi poursuivre l'amélioration des isolations des bâtiments afin d'éviter le gaspillage. Avec les aides de la Confédération et des cantons, la commission parlementaire voulait même y contraindre les communes. Moi, je vais essayer de sortir cette obligation en plénum, car on leur enlève encore un peu plus d'autonomie. Donc finalement, on veut aller toujours plus loin et mettre la pression sur chacun. Mais il y a un minimum d'autonomie qu'on doit garder dans notre pays. On doit également utiliser toutes les sources de chaleur existantes, la biomasse, les eaux usées ou la géothermie. Et éviter bien sûr ces oppositions souvent inutiles. Le canton de Fribourg, on l'a vu avec Barberèche, on l'a vu avec des panneaux, aussi des toitures en panneaux photovoltaïques où il y a des oppositions par les monuments historiques. Faire attention, par exemple, au remplacement du fossile par des pompes à chaleur, beaucoup plus gourmandes en énergie électrique. On voit que le fossile, on a déjà des possibilités de stockage. J'ai participé hier à une assemblée de biocarburants suisses et chaque propriétaire d'une citerne a 8 mois environ de stock. On a un carburant qui a 4 mois et demi, donc ça fait environ une année de stockage qui est déjà là finalement, qui existe. Donc on a nos chaudières qu'on peut améliorer. Et là, la recherche, je compte beaucoup sur la recherche pour aller dans cette direction. Il faut bien sûr adapter notre législation afin d'éviter bien sûr ces oppositions que je viens de citer. Je vais donner l'exemple peut-être des 15 projets qui ont été proposés lors de la fameuse table ronde qui a été organisée à Berne, où pour les constructions de nouveaux barrages et les rehaussements, et là les 3 plus gros projets ont déjà des oppositions de certaines ONG. Donc finalement, il faut savoir ce qu'on veut. Bien sûr, je le redis, prolongeons la durée de vie des centrales nucléaires existantes. Celles qui sont de dernière génération pourront être exploitées de manière rentable et sûre après 2030. Si nous voulons une sécurité énergétique, nous ne pourrons pas éviter le nucléaire. À côté, bien évidemment, des énergies renouvelables. Voilà quelques pistes politiques sur lesquelles, j'en suis sûr, le débat qui va suivre reviendra avec certainement beaucoup d'énergie. Merci de votre attention. Merci, M. Page, c'est très clair. Et je demande à tous les auteurs de me rejoindre maintenant sur le podium pour justement entamer ce débat. M. Page, il faut retourner sur le podium, merci. Et ensuite, on vous donnera, je vous rassure, la possibilité de poser des questions. Vous pouvez vous mettre depuis là-bas. Voilà. Asseyez-vous. Mettez-vous à côté de M. Berchi. Je vais me mettre là. Voilà. Allez-y, oui. Très bien. Là-bas, allez-y. Allez-y là-bas. Voilà. Alors, merci beaucoup pour tous ces exposés. Il y a évidemment, on brûle de questions pour chacun, hein, mais pour peut-être commencer le débat, Monsieur Dominique Martin, vous avez présenté un peu l'urgence de la branche électrique. Car ici, on parle pour l'essentiel d'électricité. On n'est pas sur une transition énergétique complète où on parle des carburants, de l'essence, du pétrole, du gaz et encore d'autres composants. Mais Monsieur Dominique Martin, est-ce que vous avez le sentiment que la législation qui est en cours d'examen par le Conseil fédéral, par le Parlement, est suffisante pour atteindre les objectifs que vous souhaitez ?
Merci beaucoup. C'est une excellente question. Je crois que pour qu'il y ait plus d'investissements dans des productions renouvelables en Suisse, il y a surtout deux conditions essentielles qui doivent être réunies. La première, c'est évidemment les aspects financiers, le cadre financier qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises préfèrent investir à l'étranger parce qu'il y a des mesures de soutien qui doivent quand même assurer une certaine rentabilité. Ces entreprises, elles ne peuvent pas investir comme ça à fond perdu. Ça, c'est la première condition. Et ça, c'est certainement quelque chose qui est maintenant, je l'espère, en tout cas en bonne voie au Parlement. Certaines mesures ont déjà été prises et ça va être discuté encore ces prochains mois. Donc ça, je crois que c'est pas trop mal emmanché. Le deuxième point est probablement plus problématique. Il a été abordé plusieurs fois aussi déjà ce matin. C'est l'aspect des procédures d'autorisation qui durent beaucoup trop longtemps. Juste un exemple à ce titre, en automne dernier, en Allemagne, quand ils avaient les discussions pour former la nouvelle coalition de gouvernement, tout à coup, on a entendu dire que ouais, les partis trouvaient quand même que 5 à 6 ans pour une éolienne, c'était beaucoup trop long, c'était un véritable scandale, il fallait aller beaucoup plus vite. Alors 5 à 6 ans pour une éolienne, je pense que le groupe on ne peut même pas en rêver quand on sait que, bon, on ne va pas parler de l'éolien sur le canton de Fribourg, mais le projet des 4 bornes, par exemple, il y a quoi, 14 ans de procédure, mais il n'y a encore rien, ça recommence à zéro. Pour élever le lac de barrage du Grimsel, on en est aussi à 20 ans de procédure, on n'est encore nulle part. Je ne parle pas non plus de la ligne Chamoz-en-Chipis de Swissgrid, qui est extrêmement importante pour acheminer le courant produit par la centrale de Nant-de-Drance. On en est à 30 ans de procédure. C'est des trucs de fou, quoi. Ça prend une génération. Donc c'est surtout là qu'il faudrait accélérer les choses pour vraiment pouvoir avancer. Alors précisément, monsieur Moron, est-ce que vous, le patron d'une entreprise électrique, vous avez encore le courage de lancer des projets éoliens en Suisse? Ou est-ce que vous vous dites finalement, bon, les Suisses ne veulent pas d'éolien, on n'en fera pas, passons à autre chose? Alors je pense que ce ne serait pas responsable d'avoir cette attitude-là. Oui, c'est un combat difficile. Oui, le canton de Fribourg aura probablement plus de 10 ans de retard sur tous ses voisins par des procédures qui sont beaucoup trop longues. Mais on doit réaliser, on n'est pas en situation où on a le choix. On ne peut pas miser en se disant on fait l'hydraulique et ça suffira, on fait le photovoltaïque et ça suffira, on fait de l'efficience énergétique et ça suffira. Non, on va devoir utiliser tous ces moyens. L'éolien en fait partie. Il n'y a pas que l'éolien, hein, c'est tous ces moyens qui doivent être utilisés. Et c'est pas où, c'est et pour y parvenir. C'est effectivement un grand enjeu. On voit les parcs qui arrivent aujourd'hui en construction, en inauguration. C'est le parc du Gothard, un des derniers qui a été inauguré. C'est 20 ans de procédure en Suisse. À notre avis, on ne passe pas la fin de la décennie en termes d'approvisionnement. Donc ça veut dire qu'on n'a plus que 8 ans pour réaliser, pour augmenter drastiquement la part d'énergie produite en hiver en Suisse. Encore une fois, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut en Suisse pour le faire. Il ne dépend que de nous, que d'un cadre légal adapté, qu'une volonté aussi, qu'une prise de conscience probablement aussi de la part de la population pour réaliser ces investissements. J'aimerais poser une question maintenant à Madame Heinemann sur Swissgrid. Vous avez parlé de l'importance de la relation avec l'Europe, mais j'ai l'impression qu'on ne comprend pas très bien pourquoi c'est si important. Parce que finalement, ça fait très longtemps qu'on est connecté avec ces pays. C'est des questions de tension, de niveau de tension. Est-ce que ça ne peut pas se régler entre des techniciens? Pourquoi il y a un aspect politique et économique là derrière? Il faut préciser un peu les choses. Oui, d'accord. Merci pour la question. Donc oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas une île au niveau électrique, hein, on est interconnecté avec nos voisins. On est même, je crois, le pays le plus interconnecté d'Europe. Et puis, j'ai aussi expliqué que pour la sécurité de l'alimentation, il faut pouvoir assurer la sécurité du système électrique. Donc, il faut pouvoir régler ce système et assurer en tout temps l'équilibre entre la production et la consommation. Et pour ça, on a besoin d'énergie de réglage. Et cette énergie de réglage, on se la fournit aussi au niveau européen. Il y a des plateformes pour l'énergie de réglage au niveau européen. Et aujourd'hui, on est menacé d'être exclu de ces plateformes d'énergie de réglage. Ça, c'est un des éléments. Ensuite, il y a d'autres problèmes. C'est qu'au niveau de l'Europe, le marché de l'électricité, il est dérégulé.
Et cette dérégulation, elle avance à grands pas en Europe. Et il y a des calculs de capacité qui se font sans prendre en compte la problématique de la Suisse. Et face à cela, nous, on est menacé d'avoir des flux qui traversent notre pays, des flux sur lesquels on n'a pas forcément le contrôle et qui nous créent en fait des problèmes structurels dans notre réseau. D'accord, merci beaucoup. Parce que je pense que ça, c'est des précisions très importantes qui ne sont pas très bien connues du grand public. Je pense que les techniciens, il n'y a aucun souci, mais c'est vite un peu technique, c'est important que vous le précisiez. Maintenant, sur les réseaux, Monsieur Berchi, vous avez parlé d'une mutation en fait des systèmes des réseaux pour les distributeurs ou les producteurs et distributeurs, et notamment du côté des consommateurs, parce que tout le monde rêve d'avoir des panneaux photovoltaïques sur sa maison et se pose la question à un moment donné, est-ce que j'ai intérêt à avoir des batteries pour devenir quasiment indépendant, ou alors je mets pas mal de panneaux sur ma maison et puis j'essaie de la commercialiser. Mais j'aimerais bien le commercialiser avec mon voisin. Mais d'après ce que je sais, c'est assez compliqué parce que vous êtes assez protectionniste et vous n'aimez pas trop la concurrence des petits. Enfin, c'est ce qui ressort dans la population et quand on discute avec les milieux des petits producteurs et des petits consommateurs. Oui, effectivement, je dirais que si un producteur local pouvait vendre son énergie à son voisin, ça serait assez idéal. Aujourd'hui, ce qui nous limite beaucoup dans ces échanges entre pairs, entre consommateurs-producteurs, il y a le cadre légal. On n'a pas le droit aujourd'hui de faire transiter de l'énergie sur le réseau public sans qu'il soit rémunéré et qui rémunère le temps d'acheminement, donc ce qui finance le réseau électrique. Le cadre légal ne nous le permet pas. Et c'est vrai que du point de vue du producteur, il nous voit souvent comme un empêcheur tourné en rond ou un frein dans le système. Mais aujourd'hui, on n'a pas l'autorisation de le faire. Il y a une parade qui a été, une faille qui a été ouverte dans la loi depuis 4 ans maintenant, qui est de créer des communautés d'autoconsommation ou faire des regroupements de consommateurs. C'est possible quand les parcelles sont adjacentes, quand la part d'énergie produite pendant ces groupements est suffisante, qu'il y ait ces échanges, mais c'est assez complexe au niveau soit technique, au niveau de la construction, soit au niveau des décomptes à faire entre l'énergie qui provient du producteur, l'énergie qui provient du réseau électrique. Mais je pense que c'est une des pistes qui devrait nous permettre de décharger le système électrique si ces échanges étaient facilités et finalement si on pouvait favoriser ces interactions puis utiliser le plein potentiel des toits sur une maison. Typiquement aujourd'hui, un privé qui veut construire son installation photovoltaïque, il la dimensionne à la hauteur de ce qu'il peut autoconsommer, alors qu'il pourrait peut-être couvrir l'entier de sa toiture et échanger ce surplus d'énergie avec son voisin, mais aujourd'hui, ce n'est pas rentable. Et ce n'est pas rentable et c'est surtout pas possible de réaliser sans créer une communauté qui est relativement complexe. Et je pense que le cadre légal, là, il devrait pouvoir évoluer. En tout cas, on incite et on essaie de passer des messages assez clairs à Berne là-dessus pour que ces possibilités existent à futur et que la nouvelle loi tienne compte de ce nouveau paradigme. Alors, Monsieur Page, qui bloque cette possibilité? Parce que vous êtes agriculteur, j'imagine que vous aimeriez bien pouvoir valoriser vos toits comme consommateur et producteur. Effectivement, je suis directement concerné puisque j'ai vécu cette problématique lorsque j'ai installé des panneaux photovoltaïques sur ma ferme. Je n'ai pas pu faire la totalité puisque finalement je devais me contenter de mon autoconsommation. Alors j'ai malheureusement pas tout construit, mais on est en train d'en parler en commission pour trouver une solution afin qu'on puisse négocier nos surplus d'énergie avec les voisins. Ça c'est en cours, on a discuté en commission. Donc ça... Qui s'y oppose à ça? Mais je crois qu'il n'y a personne qui va s'y opposer, mais je pense qu'il faudrait peut-être demander à M. Morand, parce que moi, mon surplus, je dois le vendre 8,3 centimes à Groupe E, et puis ce que je rachète, je dois le payer 23,7, je crois. Donc là, il y a quand même une différence qui est peut-être parlante, et puis si j'avais pu construire tout mon toit, et puis le vendre au moins à 15, j'aurais été très content. Mais je pense que ça, c'est un sujet important. J'aimerais aussi peut-être dire à madame qui a parlé tout à l'heure de Swissgrid, j'ai eu le privilège d'être à Paris au mois de février avec la délégation Suisse France que je présidais. J'ai pu choisir le thème énergie et j'ai demandé aux collègues EDF comment on va faire si on n'a pas d'accord. Et ils m'ont répondu, mais monsieur Page, il ne faut pas vous inquiéter, on fera des conventions. Alors j'aimerais bien savoir si c'est possible, parce qu'eux n'avaient pas l'air de s'inquiéter, ils me disent, mais faites des conventions et ça ira tout seul. Alors peut-être Mme Heinemann pour cette réponse et ensuite M. Moron. Oui, alors... Vous m'entendez là? Oui. C'était EDF ou RTE?
EDF, parce que EDF c'est le producteur, hein, donc ouais, ok. Alors oui, alors ça serait la deuxième solution en fait, si on n'a pas d'accord cadre, ça serait de négocier au cas par cas des accords avec nos différents partenaires européens. On le fait, enfin on est très très actif au niveau européen, on discute vraiment, on participe très activement au niveau technique et on est un partenaire technique reconnu et respecté. Et on a déjà, notamment avec l'Italie, un accord, mais il est limité dans le temps. Et c'est vrai que c'est pas idéal de passer des accords partenaire par partenaire. Ça serait bien d'avoir un accord global qui règle une fois pour toutes ces questions. Merci. Monsieur Morand. Oui, je suis très content de l'interpellation de Pierre-André Page sur cette question du prix de reprise. Je pense qu'on a un gros travail à faire au sein de la branche pour expliquer comment est composé le prix qui est payé finalement par chacun à la maison. On paye environ 20 centimes par kilowattheure à la maison pour l'électricité qu'on consomme. Sur ces 20 centimes par kilowattheure, il y en a 8 à 10 qui sont sur la partie d'utilisation du réseau lui-même. On paye le réseau sur lequel on investit, Groupé investit chaque année 50 millions de francs pour renouveler, adapter, faire évoluer notre réseau. 8 à 9 centimes pour la partie réseau. Pour la partie énergie, à peu près 8 à 9 centimes aussi pour la partie électricité elle-même, pour l'électron finalement. Après, il y a 2,3 centimes de taxes, il y a la TVA encore, et on arrive finalement aux 20 centimes. La partie électricité elle-même, c'est 8 à 9 centimes. Et c'est le prix auquel on reprend votre énergie aussi. On la reprend avec la plus-value écologique, on la prend 9,3, 9,5 centimes chez Groupé. Donc en fait, on vous la rémunère autant, voire même un tout petit peu plus que ce que vous la payez chez vous pour cette partie purement énergie. Quand on reprend l'énergie, on peut pas vous payer le réseau dessus, donc on peut pas vous la payer à 20 centimes. Et c'est pour ça qu'on arrive à ce prix de reprise, qui d'ailleurs pourrait évoluer dans les prochaines années en fonction des prix de l'énergie sur le marché aussi. Merci pour les précisions. C'est vrai que si comme producteur, si on avait d'énergie, on pourrait avoir un prix un peu plus intéressant. Je pense qu'on pourrait couvrir beaucoup plus de temps en Suisse et beaucoup plus rapidement, ça, je pense. Peut-être juste une remarque à ce sujet. Aujourd'hui, sur toutes les constructions photovoltaïques, pratiquement, du moment qu'il y a une part autoconsommée qui est suffisante, on arrive à les amortir dans un délai de 10 à 15 ans. On est aujourd'hui sur une médiane à 12 ans, ce qui signifie que le système aujourd'hui est suffisamment incitatif pour le faire. Le propriétaire qui pose des panneaux photovoltaïques sur son toit, aujourd'hui, fait une bonne affaire sur le long terme. Merci. Voilà, je crois qu'il est temps maintenant de donner la parole à la salle. Alors, je ne sais pas où est le micro. Qui veut prendre la parole ? Alors, si ce n'est pas le cas, je vais continuer les questions. Oui, monsieur. On a un petit problème. Il faut brancher le micro, j'imagine. Bonjour, André Piquant. Je ne défends pas d'intérêt particulier. Je ne travaille pas dans le domaine de l'énergie. Et je constate que bien sûr, on est parmi les professionnels. Je n'en suis pas. Et il est logique qu'on défende ici, qu'on aille dans le sens, on cherche à résoudre le problème de pénurie, pas en augmentant la production, en favorisant la production. Et lorsqu'il s'agit de diminuer la consommation, et ça c'est le cas depuis la première crise du pétrole, on va toujours dans le sens d'améliorer l'efficience, c'est-à-dire qu'on obtient un certain service, un certain confort pour une quantité d'énergie moindre. Mais par contre, ça ne signifie pas qu'on va diminuer effectivement la consommation. Si je parle d'électricité, on va améliorer l'efficacité d'une pompe à chaleur, mais ça ne veut pas dire que je vais consommer moins de kilowattheures. Je vais chauffer plus ma maison, je vais chauffer une résidence secondaire,
et j'aurai le sentiment d'avoir apporté ma contribution à la résolution de ce problème. Donc, ce qui manque, je trouve, dans ce débat, c'est qu'on ne parle pas de récompenser celui qui modère sa consommation. Et il y a un seul moyen de récompenser cette modération, c'est de taxer l'électricité, ou toute forme d'énergie, mais en particulier l'électricité, et de redistribuer le produit de cette taxe à la population, ce qui fait que forcément le petit consommateur est récompensé. Et moi, je demande quand je me modère ma consommation, je demande cette récompense, je veux qu'on me donne cette récompense. Oui. Et juste, encore une seconde, et évidemment, en tenant compte, en prenant des mesures pour pallier aux conséquences sociales de ces taxes. Voilà. Voilà, c'est une très très bonne question, je trouve. La première, c'est l'effet rebond, ce qu'on appelle techniquement, c'est-à-dire que j'améliore l'efficacité de mon appareil, mais comme il est plus efficace, je vais consommer plus au final. Ça, c'est ce que les économistes connaissent bien, qui conduit à une continuation de la surconsommation. Puis ensuite, il y a la deuxième question, c'est comment on récompense, quand on a une compagnie électrique, dont le but, c'est de vendre de l'énergie à un client qui ne veut pas en consommer. C'est un peu comme si la Migros récompensait les gens qui ne viennent pas chez elle. Économiquement, il y a un problème. Alors, je ne sais pas si monsieur Favre-Perrault peut répondre à ces questions, et peut-être ensuite monsieur Moron sur les aspects pour la compagnie électrique. Le premier point sur lequel je pense qu'il faut rebondir, c'est que c'est vrai que si on améliore des composants techniques, effectivement, l'effet de rebond mentionné, il est là. Il y a une deuxième part, je pense, d'innovation qui se trouve au niveau du système, c'est-à-dire que vous ne vous rendez même pas compte que vos composants sont utilisés différemment. Si on construit des bâtiments, qu'on rééquipe des bâtiments avec plus d'intelligence, plus d'adaptation à votre activité, bien sûr, vous pouvez le faire avec des pompes à chaleur encore plus efficaces, avec l'isolation encore meilleure, mais la question est déjà piloter aussi tous ces appareils. Et ceci, je pense que c'est la brique additionnelle qu'il faut à celle du composant qui s'améliore lui-même. Ça, c'est donc la vision techno-optimiste, si j'ose dire. On a des algorithmes qui améliorent beaucoup de choses, et ça, c'est une partie de la recherche. L'autre partie, c'est qu'il faut sortir, effectivement, comme vous l'avez aussi remarqué dans l'intervention, de la vision purement technique, puis on rentre en fait dans la question comment est-ce que nous vivons et nous interagissons avec, bien sûr, le bâtiment, mais enfin tout, ou c'est la mobilité, tout ce qui finalement génère cette consommation d'énergie. Puis là, la façon, je dirais, d'avancer, c'est d'impliquer effectivement les citoyennes et citoyens, donc vous tous qui avez l'électricité à la maison, je ne suis pas certain que ce soit le prix de l'électricité qui détermine votre consommation, et donc il faut chercher encore d'autres leviers. Ces autres leviers, c'est agir par exemple sur la composante Living Lab, c'est un concept qu'on a dans notre activité de recherche, qui dit qu'au-delà de l'amélioration technique, le développement technique des nouveaux niveaux de performance, il faut aussi impliquer l'utilisateur, valoriser l'utilisateur. Bien sûr, au niveau financier, si on y gagne de l'argent, personne ne va dire non, mais probablement que dans notre société en quête de sens, il y a aussi cette implication, puis cet objectif effectivement de se valoriser en contribuant à la société de demain qui est important. Et ça, c'est une activité de recherche qui est peut-être un peu sous-estimée et qui peut permettre d'avancer. Puis je pense que Jacques a alors après de quoi ajouter sur l'aspect lié aux entreprises électriques. Oui, M. Piquant, je vous remercie pour votre question, parce qu'en fait, elle pose la question de ce que chacune et chacun peut faire, finalement, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Il y a la partie incitation par le prix, effectivement, qui peut être un incitatif, qui doit être un incitatif, notamment pour pousser chacun à investir, par exemple, dans des énergies renouvelables, sur les panneaux photovoltaïques notamment. Et là, je pense que ça joue un vrai rôle. Sur la partie consommation, je pense que c'est plus une question de sobriété énergétique qu'on doit gentiment ancrer dans la population. Effectivement, si je change pour un appareil beaucoup moins gourmand, mais qu'à côté je l'utilise 5 fois plus, ça ne servira à rien du tout. Il y a des domaines dans lesquels le gain est immédiat. Si on prend le cas du chauffage, en changeant un chauffage au mazout ou un chauffage électrique direct par une pompe à chaleur, on va effectivement consommer 4 fois moins
par le rendement qu'on a sur la pompe à chaleur. Et là, on n'aura pas besoin de chauffer 4 fois plus. Donc en soi, là, on a un réel gain qui est réalisé. Mais cette prise de conscience auprès de chacune et de chacun, c'est l'affaire de nous toutes et tous. Je pense et c'est pas seulement par le prix. Je pense que si on éteint la lumière le soir, c'est pas sur un calcul financier qu'on va économiser. Surtout qu'on a des éclairages qui sont de plus en plus efficients. On parle de quelques centimes si on laisse allumer une lumière pendant toute la nuit. Et donc c'est pas ça qui va être l'incitation pour le faire. C'est la prise de conscience de chacune et de chacun. Et puis une remarque quand même sur le fait que les électriciens on peut avoir un rôle un peu ambigu sur le fait qu'on vend de l'énergie puis qu'à côté on dit attention, économisons-la. La plupart des sociétés électriques en Suisse, c'est le cas de Groupé, c'est le cas de Romand d'énergie aussi, on ne produit pas suffisamment par rapport à la quantité que consomment nos clients. Groupé, on ne produit que 40% de l'énergie qui est consommée par nos clients. Ce qui veut dire qu'on achète 60% sur le marché, on achète 60% de manière en plus très chère en ce moment. Donc une incitation à la baisse est de toute façon une bonne chose pour nous. On est en situation où on n'aura pas encore baissé à 40% les besoins d'électricité aujourd'hui pour que ça devienne problématique pour nos ouvrages. Non, économisons, ça nous permettra aussi d'être moins dépendants des marchés d'électricité. Merci. Monsieur Page, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, juste brièvement, si j'ai bien compris, vous voulez mettre en place un système très complexe pour supposer combien vous économisez. Je crois que ce que M. Morand a dit, c'est clair. On a des outils, des appareils qui consomment moins, on paye moins d'électricité. J'ai mis des panneaux solaires, je ne paye plus d'électricité. Donc finalement, économisons et nous payons moins, c'est le meilleur système. Je m'excuse, il y a peut-être un malentendu. Ma question, elle était politique, elle s'adressait aux politiciens. Et, non pas, et le système n'est pas complexe, il est d'une simplicité. Ça consiste à taxer l'électricité, à imposer une taxe sur l'électricité tout en veillant à ce qu'elle n'ait pas de conséquences sociales. Donc redistribuer. Redistribuer intégralement la taxe. Je pense que M. Page n'est pas d'accord avec moi sur ce point. Le principe aurait été refusé dans un autre contexte, dans la loi sur le CO2. Le principe a été refusé d'abord parce que la taxe n'était pas entièrement redistribuée, et puis parce qu'on n'a pas prévu de pallier les conséquences sociales de ces taxes, qui étaient encore très modestes dans ce contexte. Donc, et pourquoi on n'a pas redistribué entièrement? Parce que c'est que dans les débats, dans l'élaboration de la première loi, je parle de la première loi, disons que les intérêts corporatistes des professionnels de l'énergie, entre autres, ce n'était pas du tout de réduire la consommation, c'était plutôt de consacrer cet argent à promouvoir des installations dont l'efficacité économique, finalement, n'est pas toujours garantie. Merci pour ce commentaire. Monsieur, avez la parole devant ici. Oui, bonjour. Juste une question, finalement. Depuis les années 80, quand tout le monde a commencé à avoir un ordinateur portable, après on a eu les Natel, après on a eu finalement des Android qui consomment. Et finalement, est-ce qu'on a une idée de l'augmentation de la consommation électrique due finalement un petit peu à tous ces gadgets électroniques dont personne ne peut se passer à l'heure actuelle? Et puis justement, j'ai l'impression que même on veut continuer en fait dans cette direction. Maintenant, on veut même plus de voitures électriques. Et je veux dire, mais finalement, d'où est-ce qu'elle va venir cette électricité? Monsieur Berchi, peut-être peut vous répondre un peu sur l'évolution des différents types de consommation, peut-être. Alors, je ne vais pas pouvoir vous donner des chiffres sur finalement quel a été l'impact de ces nouvelles technologies sur la consommation, mais c'est vrai qu'on voit aujourd'hui que la donnée en tant que telle génère ou nécessite de l'énergie en masse. Et on parle aussi souvent de l'électrification de la société, notamment le fait que les voitures viennent du fossile à l'électrique, que la thermique des bâtiments passe du fossile à l'électrique. C'est vrai que la consommation électrique va continuer à augmenter. Ça, on en est convaincu, et je crois que c'est pas là-dessus que l'enjeu se joue. L'enjeu, il est tout sur le système énergétique en général. Aujourd'hui, le fait de rouler en voiture électrique par rapport à une voiture thermique, il y a une question de rendement. Et effectivement, pour faire 1 kilomètre, vous consommez moins d'énergie au total en électrique qu'en thermique.
Après, il faut encore voir d'où vient l'électricité que vous mettez dans votre véhicule, mais effectivement, il y a un enjeu sur l'ensemble du système énergétique et pas se concentrer que sur l'électricité. Le fossile aura une fin, et puis comment est-ce qu'on peut conserver le niveau de confort et le niveau de qualité de vie qu'on peut avoir en migrant sur une énergie qui est soit plus noble ou soit qui est plus adaptée à l'usage qu'on va en avoir. Et c'est vrai qu'il y a un côté philosophique là derrière, mais il y a aussi un côté purement pragmatique, c'est que le fossile aura une fin, et surtout aujourd'hui l'enjeu et l'urgence, elle est climatique. On se concentre sur certains aspects qui sont plus court terme, mais derrière nous, il y a une grande vague qui arrive, c'est la vague du climat. Et celle-ci, on ne pourra pas l'éviter. Tôt ou tard, il faudra prendre des mesures, ou sinon on la subira et on la vivra de plein fouet. Peut-être une question pour M. Martin. Effectivement, on importe entre 75 et 80% de notre énergie de l'étranger, qui est essentiellement des produits pétroliers. L'électricité, ce n'est qu'une toute petite partie, finalement, de notre consommation d'énergie. En 2050, quelle sera la part d'autonomie énergétique de la Suisse? On sera à 16% comme aujourd'hui, ou on sera à 50%? Très difficile à répondre. Je dirais, comme M. Parmelin, que je ne suis pas Madame Soleil, mais c'est clair que si on continue comme on fait maintenant, je ne sais pas comment on va y arriver, parce qu'on ne pourra plus importer comme on importe aujourd'hui. On l'a vu sur les courbes avant de Patrick Berchi, je crois que c'était, ou c'était celle de Jacques Mourant, pardon. Il y a un grand gap, et il y a aussi, même si on pouvait importer plus du point de vue de la production, que nos voisins nous fournissaient encore assez d'énergie, il y a après le problème des réseaux qui ne peuvent pas encore transporter plus qu'une certaine quantité d'énergie, notamment en hiver sur quelques mois. J'aimerais rajouter quelque chose là-dessus. On a en Suisse, et on ne s'en rend pas forcément compte, depuis l'année 2000, on a des gains en efficacité en Suisse, réellement. On consomme de manière absolue chaque année moins d'énergie depuis l'année 2000 en Suisse, malgré une hausse de la population. Je prends l'énergie au niveau global. Donc on est déjà un peu sur la bonne voie. On doit continuer de manière drastique pour arriver aux objectifs de la stratégie énergétique 2050, mais ils sont atteignables. Et on arrive en 2050 à avoir une Suisse décarbonée, à condition d'y mettre les moyens, à condition de faire les efforts nécessaires, une situation où effectivement la part d'électricité augmente, mais où on n'aurait plus de dépendance aux énergies fossiles, au pétrole, au gaz, comme c'est le cas actuellement. Et c'est faisable. Je le répète, en Suisse, on a assez d'eau, de vent et de soleil pour être autonome en énergie, à condition encore d'avoir des solutions de stockage entre l'été et l'hiver, c'est réalisable. Et ça dépend de nous. Si on avait réalisé déjà cette transition énergétique, qui encore une fois dépend de nous aujourd'hui, on serait en situation où la situation tragique dans l'Est de l'Europe ne nous poserait pas de problème aujourd'hui au niveau énergétique. On a de quoi avoir suffisamment d'énergie indigène en Suisse pour être autonome et complètement renouvelable. J'aimerais juste compléter aussi la possibilité, puisqu'on parle d'énergie en général, d'utiliser beaucoup plus de biocarburants. Et ça, dans les véhicules, ça fonctionne, sans émission de CO2, biocarburant, carburant synthétique. On doit arriver, j'ai déposé une motion pour poursuivre les allègements fiscaux pour ces carburants. Et je crois qu'on doit aussi aller dans cette direction, parce qu'on ne peut pas, au milieu énergétique, tout mettre les yeux dans le même panier. Ça, je l'ai appris comme paysan. On doit avoir plusieurs sortes de cultures pour avoir un revenu plus ou moins régulier. Et je pense qu'on peut l'appliquer aussi dans le milieu énergétique. Il y avait une question, oui. À côté, je vais ici. juste dans l'ordre, je me permets de... Bonjour, David Rano, service de l'eau de la ville de Lausanne. Donc on est un gros consommateur électrique. Et puis on a parlé de blackout, mais vous n'avez pas parlé de combien de temps ça dure un blackout. Puisque si j'ai bien compris, le blackout, c'est qu'il y a trop de consommation par rapport à la production, mais c'est pas qu'il n'y a plus rien. Les centrales, elles tournent, on fabrique de l'énergie. Et on ne va pas la fabriquer et laisser tout le monde dans le noir. Donc comment est-ce qu'on remet le jus pour ceux qui en ont le plus besoin? Est-ce qu'il y a c'est automatique? Est-ce qu'il y a déjà des stratégies? Et puis voilà, combien de temps ça dure et... Voilà, merci. Alors, je passe la parole à M. Berchi. C'est vers qui on va râler si jamais ça se produit. Allez-y, M. Berchi. Merci. Non, effectivement, le blackout, comme on l'a dit avant, c'est un événement qui est soudain. Et puis finalement, la durée dépend du dégât qui a été occasionné. Souvent, il est lié à une panne. Alors, elle peut être très localisée. Et puis finalement, la réparation peut être courte. Et puis le retour du courant est rapide.
Mais si la panne devait durer, ça peut durer sur plusieurs jours. Il y a des régions qu'on connaît, notamment l'Australie, avec un gros blackout pendant plusieurs semaines sur des régions entières, parce qu'il y avait eu justement une conséquence atmosphérique qui fait que finalement le réseau est tombé. Donc ça peut durer une plus longue durée. Sur la pénurie, en général, la pénurie va durer plusieurs semaines. Mais là, comme vous dites, vous avez raison, le système continue à délivrer une partie de l'énergie parce que les centrales sont toujours présentes. Et c'est pour ça qu'on doit, à un moment donné, limiter la consommation ou agir sur la consommation pour qu'elle diminue, pour que finalement que les infrastructures critiques ou ce qui est vraiment nécessaire à la vie de tous les jours puissent fonctionner. Et là, il y a une différence entre l'un et l'autre. Et c'est pour ça que cette préparation qui est en cours depuis plusieurs années déjà en Suisse pour limiter la consommation si on se trouve en situation de pénurie et doit permettre typiquement à des services comme le vôtre de continuer à fonctionner, que les stations de pompage continuent à fonctionner, que la filtration de l'eau continue à fonctionner, parce que l'eau étant un besoin de première nécessité, on n'a pas le choix de le faire fonctionner. Mais par contre, en cas de blackout, on ne pourra pas sélectionner qui a droit à l'énergie et qui n'a pas droit à l'énergie. Le blackout, c'est tout le monde dans le noir, quoi. Il y avait des questions devant, ici. Bon, bonjour, Jacques Michel du groupe TSG Tokheim. Ma question va plutôt à Mme Reimann ou M. Moron, concernant la mobilité électrique également. On plébiscite vraiment la mobilité électrique avec la construction de bornes de charge rapides. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que le réseau, pas seulement l'approvisionnement, mais le réseau est plutôt dans la capacité d'assumer aussi des bornes de recharge rapides à certains points stratégiques. Comment on fait pour accélérer ces constructions ? Alors, je vous rassure, ça fait 3 ans que je circule en véhicule électrique et ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, on a un réseau qui est existant, qui fonctionne bien, qui va continuer à se développer. On a des milliers de bornes de recharge en Suisse. On est un des pays les plus denses en termes de bornes de recharge publiques et ça fonctionne. Oui, ça signifie des jolis enjeux au niveau réseau parce qu'on a des points aujourd'hui qui deviennent des énormes consommateurs. On a un très bon exemple dans la zone de desserte groupée avec le Restoroute à Lully où on a de plus en plus de bornes et à chaque fois on doit augmenter la capacité du réseau lui-même pour acheminer cette énergie sur ces bornes. Mais ça fonctionne. On estime aujourd'hui que si l'entier de la mobilité passait en mobilité électrique, ça représenterait à peu près 15% de plus de consommation d'électricité. C'est quelque chose qu'on est capable d'assumer, pour autant qu'on développe les moyens de production, notamment pendant l'hiver, encore et toujours. Ça permettrait par contre, la mobilité en Suisse, c'est 1/3 des émissions de CO2. Donc en fait, on a aujourd'hui les solutions qui existent pour diminuer d'1/3 les émissions de CO2, que ce soit par la mobilité électrique elle-même ou alors en passant par des moyens alternatifs comme la mobilité à l'hydrogène qui s'adapte visiblement très bien pour la partie mobilité lourde, beaucoup moins pour la mobilité légère. Et aujourd'hui, on a les outils pour décarboner notre mobilité. Encore une fois, il dépend que de nous, que de chacun d'entre nous, de changer de système. Un moteur thermique aujourd'hui, il porte très bien son nom, hein. Il fait une voiture aujourd'hui qui fonctionne au diesel ou à l'essence. D'abord, elle produit de la chaleur. 70% à 75% de l'énergie qui est utilisée, c'est de la chaleur. En fait, une voiture, c'est un chauffage qui, de manière à côté de ce chauffage, permet de se déplacer un petit peu. Et avec un véhicule électrique ou avec un véhicule à hydrogène, on arrive à un rendement qui est nettement meilleur. Monsieur ? Bonjour. Loïc Constantin, du service de l'environnement du canton de Fribourg. J'ai une question concernant les enjeux. C'est qu'on clairement, là, évidemment, on parle des enjeux de pénurie et blackout électrique. Ce que vous avez très bien exprimé, Monsieur Moron, vous avez parlé justement des dangers aussi à la fois humains et environnementaux par rapport à ces scénarios. Donc c'est clair qu'on a bien compris ces enjeux. Il y a d'autres enjeux aussi en termes de biodiversité, quand même aussi. Et puis, j'aurais bien voulu vous entendre, parce que vous avez évidemment parlé de simplification des procédures, de voir quelles sont un peu la façon de faire la pesée des intérêts que vous voyez, et puis un peu les garde-fous qui pourraient être mis, de façon à ce que ces intérêts aussi, en termes de biodiversité, puissent être pris en compte. Oui, je vous remercie pour la question. La question de la simplification des procédures, ça ne veut pas dire qu'on enlève du poids à ces questions-là.
Quand on parle de développement dans les énergies renouvelables en général, que ce soit dans l'hydraulique, dans l'éolien, dans le solaire aussi, avec moins d'impact quand même, ces questions environnementales sont toujours au cœur. Quand on développe un parc éolien, par exemple, la première chose qu'on essaie de faire, c'est d'éviter les impacts qu'on peut avoir. Si impact il y a, on essaye de les réduire et de les compenser. Et aujourd'hui, on arrive avec des partenaires qui sont sérieux à avoir des parcs éoliens qu'on développe en collaboration avec les associations environnementales. Dans le canton de Neuchâtel, par exemple, on a déposé des demandes de permis pour des parcs éoliens avec le WWF, avec ProNatura, avec BirdLife, parce qu'ils se rendent compte effectivement que les mesures de compensation qu'on arrive à prendre permettent d'arriver à une situation qui n'est pas mauvaise d'un point de vue environnemental global. Maintenant, quand on parle de simplification des procédures, si on parle de la partie plus juridique, aujourd'hui, quand on parle d'un parc éolien, par exemple, on est susceptible de monter 3 fois au tribunal fédéral. D'abord pour la partie aménagement, ensuite pour le permis de construire, et une dernière fois pour la partie connexion au réseau électrique. 3 procédures qui, à chaque fois, vont devoir juger sur les mêmes questions, finalement. Et alors qu'on pourrait faire exactement la même chose, sans enlever aucun droit, sans enlever du tout le poids environnemental dedans, en une seule procédure, au lieu d'en faire 3. Merci pour la réponse. Il y avait une question, monsieur, là-bas. Oui, bonjour, Théo Perlet, bureau FIT, Magivisier. On est spécialisé en physique du bâtiment et énergie. Moi, j'ai une question qui concerne, de nouveau, ces bornes de recharge électrique. Parce qu'on parle beaucoup du photovoltaïque, qui est une énergie qui fait des à-coups de production qui rendent la gestion du réseau difficile, parce qu'il y a des journées ensoleillées avec des nuages, par exemple, on sait qu'on a beaucoup d'à-coups. Et puis moi, il me semble avoir vu dans la presse qu'il y a des bornes de 150 kW qui sont installées. Donc aujourd'hui, on commence à les installer, mais qu'est-ce qui se passera le jour où on a généralisé ça dans toute la Suisse? Est-ce que c'est judicieux de monter aussi haut en puissance pour les bornes de recharge? C'est bien entendu dans le sens du confort d'utilisateur qui charge plus vite, mais est-ce qu'on ne devrait pas un peu limiter ces puissances pour pas créer des problèmes inutiles sur le réseau? Monsieur Berti, puis peut-être aussi monsieur Favre-Perrault sur l'aspect aussi technique. Merci. Effectivement, les bornes de recharge de véhicules électriques, elles demandent beaucoup d'énergie à un certain moment dans le réseau. Et c'est pour ça que finalement, dans les réseaux, on a besoin de mettre cette intelligence, cette digitalisation du réseau. Elle est nécessaire pour que le moment où une installation comme celle-ci demande ces volumes d'énergie importants, ils puissent regarder à droite et à gauche, est-ce que j'ai les capacités à délivrer cette énergie maintenant? Si ce n'est pas le cas, lui dire, maintenant je peux livrer tant, je livre déjà tant, et puis la suite viendra peut-être dans un deuxième temps. Et vous voyez sur les véhicules électriques aujourd'hui, vous pouvez dire à quelle heure vous voulez repartir le lendemain, ou dans combien de temps est-ce que vous voulez remettre les véhicules en mouvement. Et finalement, il va, sur la base, cette information-là, gérer la vitesse de recharge et du coup la puissance souscrite au réseau à ce moment-là. Et cette intelligence-là doit nous permettre d'éviter d'avoir ces grands sauts, ces grandes fluctuations. Et dans la technique du bâtiment, c'est les mêmes principes. Aujourd'hui déjà, si vous prenez une PPE qui a 15 bornes de recharge en garage souterrain, on n'arrive pas à faire 15 fois la puissance des bornes, ça ne marcherait pas. Les bornes discutent entre elles, puis ils disent, moi j'ai un véhicule qui est raccordé, moi j'en ai pas. Ok, tu prends de la puissance. J'en ai 8 qui sont raccordés, on limite la puissance de tout le monde pour éviter les surcharges du réseau. Et cette intelligence-là est nécessaire, et effectivement, c'est ce à quoi on s'attelle aujourd'hui à mettre cette intelligence dans les réseaux. Peut-être que l'intelligence, elle est de deux côtés. Du côté consommation, donc il y a bien un besoin qu'on doit peut-être spécifier mieux. Si vous avez été au resto-route, en général, on ne s'arrête pas pour 2 jours et on charge vite la voiture pour repartir. Si on a une borne à domicile, à ce moment-là, il faut on peut se permettre plus de temps en général. Cette intelligence-là, elle doit communiquer avec l'intelligence du réseau. Donc, on parle aussi de comment est-ce qu'on interagit avec un consommateur. Vous n'avez pas l'habitude de dire à votre voiture quand vous repartez, donc vous n'allez certainement pas le dire dans le futur. Par contre, l'utilisation de techniques, je dirais, d'analyse des données, etc., permet, en fait, de manière assez surprenante d'un côté, puis de l'autre côté rassurante, d'extraire cette information-là sans vous gêner trop. Donc là, je pense qu'il y a aussi une partie d'innovation à identifier le comportement d'utilisateur et puis à faire parler ces deux intelligences entre elles. Puis ensuite, est-ce que ces à-coups sont vraiment aussi dangereux? Est-ce qu'ils sont même peut-être un potentiel, si on réfléchit justement en termes d'énergie de réglage qui a été mentionné tout à l'heure, tous ces objets qui auront une grosse puissance sont aussi des ressources possibles au-delà des ouvrages qui existent déjà. Donc bien sûr, on a des barrages qui continueront d'être à disposition, mais il y a d'autres types de centrales en Europe qui seront plus disponibles pour faire du réglage. Ces bornes de recharge seraient peut-être des objets intéressants à fédérer et à utiliser pour, réagir à des aléas météorologiques, trop de vent ou pas assez de vent, trop de soleil, pas assez de soleil,
de manière à pouvoir, disons, faire autre chose que de couper la lumière chez vous ou d'affecter votre confort. Mais Madame Heimann, une question complémentaire, est-ce que vous allez devoir aussi prévoir des stockages sous forme de batterie dans le réseau électrique pour faire face à ces à-coups, par exemple? Alors non, on ne prévoit pas de faire du stockage. Par contre, on réfléchit déjà, donc je rebondis sur ce qu'a dit le professeur Fab Perrault, sur des solutions innovantes où on peut justement pooler un peu ces sources d'énergie qui nous permettent justement d'offrir des solutions de réglage. Et là, on a déjà des projets pilotes en cours et on est coordonné aussi avec des TSO européens et même des distributeurs en Suisse aussi pour aller dans ce sens-là et réfléchir à des solutions innovantes dans ce sens-là. Merci. En fait, je comprends bien que les bornes domestiques, ça vient même une solution de régulation du réseau si on utilise la voiture comme stockage. Mais moi, je parlais vraiment des bornes externes où les gens, en fait, ils vont pas attendre une demi-heure sur l'aire d'autoroute. Eux, ils veulent charger et puis repartir. Et c'est ce développement-là de bornes, c'est pas les bornes domestiques dont je voulais parler. C'est très juste. C'est effectivement un défi. Il s'avère que les personnes qui ont un véhicule électrique font à peu près 90% de leur recharge à la maison. Hein. Quand on parle des 10% restants, effectivement, on doit avoir des bornes qui permettent finalement un certain confort, hein, pouvoir charger en quart d'heure, 20 minutes sur une borne d'autoroute, le temps de prendre un café finalement. Et ça signifie effectivement des appels qui sont importants sur le réseau. Comme on l'a aussi, cette intermittence, finalement, on est habitué à vivre avec. On a aujourd'hui du photovoltaïque qui change énormément en fonction de la situation météorologique, qui peut changer très vite sur une région en fonction du passage d'une dépression typiquement, d'un nouveau nuage, de cumulus en fin de journée. En Suisse, on a une chance exceptionnelle qu'ont pas les pays autour de nous. Aujourd'hui, 57% de la production en Suisse, c'est la partie hydraulique. Et une grande partie de cette hydraulique, on peut le stocker. Et qu'est-ce qui se passe finalement pour gérer cette intermittence? C'est ce qui se passe dans le canton de Fribourg quand il y a un petit peu plus de soleil. Eh ben, on garde un petit peu plus d'eau dans le lac de la Gruyère. Quand il y a un petit peu moins de soleil, on va utiliser cette eau qu'on a gardée. On fait exactement la même chose sur les bornes avec une puissance importante. On a cette adaptabilité qu'ont pas les autres pays. Elle est excellente à court terme. On est capable en Suisse de couvrir plus que la puissance maximale de la Suisse uniquement avec notre hydraulique. C'est-à-dire que tant qu'on a de l'eau dans nos barrages, on est capable de suivre la consommation. Le problème qu'on a, encore une fois, et vous le voyez, en fin d'hiver, on a des barrages qui sont vides. On utilise autant que possible cette capacité de stockage pendant l'hiver, mais on doit augmenter. Si on a suffisamment d'énergie, on passera les hivers. Si on n'a pas suffisamment, on ne passera pas. Mais cette adaptabilité, elle est moins sensible en Suisse que ce qu'on peut vivre à l'étranger. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas développer des moyens. Les moyens qu'on utilise notamment sur les batteries, un jour, probablement, on aura des batteries qui iront dans les deux sens, les batteries de véhicules. Hein. Je crois peu personnellement à la batterie individuelle à la maison, par le fait qu'on a nos barrages qui sont là pour suppléer à cette intermittence. Et elle est très importante parce qu'elle nous permet aussi de nous développer dans les énergies intermittentes, soleil et vent, sans trop de problèmes en Suisse, contrairement aux défis qui sont à relever à l'étranger. Merci. Encore une question devant. Oui, bonjour. Christian Freudiger de l'Office cantonal de l'énergie à Genève. Je me pose une question, puisqu'on est dans le sujet des capacités d'effacement. Toute la question de la tarification, parce qu'on a effectivement des productions variables, on a des consommations variables qui varient très fortement en puissance. Est-ce qu'on ne devrait pas rapidement mettre en place un système de tarification qui incite les gens à consommer au moment où il y a des creux de consommation et puis au contraire faire des tarifs qui soient beaucoup plus élevés pour les périodes où on a déjà une forte charge du réseau. Merci. Alors, M. Berthier, M. Moron, vous êtes directement... Alors, je commencerai, tu pourras compléter, Jacques. Alors, effectivement, je pense que la tarification, elle peut être incitative aussi. Le canton de Genève, vous êtes un bon exemple. Vous avez testé pendant plusieurs années ces tarifs où il y avait de la superpointe qui était facturée, qui permettait de déplacer finalement les moments de consommation en fonction de la disponibilité de l'énergie. Mais c'était aussi à l'époque où on savait que les pointes, elles étaient à certaines heures et elles étaient assez régulières. Aujourd'hui, ces pointes se déplacent différemment et c'est vrai qu'une tarification dynamique, elle aurait tout son sens.
Une limitation qu'on a pour la mettre en place, c'est le cadre légal. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de différencier un consommateur par rapport à un autre. Et finalement, la tarification qu'on met en place doit s'appliquer à tous les consommateurs de cette même catégorie. Cette flexibilité-là nous aiderait effectivement à avoir une meilleure gestion de l'énergie au moment où on en a à disposition ou bien au moment où il en manquerait. Et ça, je pense, c'est une évolution future des lois devrait nous permettre de le faire, d'avoir plus de souplesse dans la tarification pour avoir cet effet incitatif pour le consommateur à consommer au bon moment et finalement pour le producteur aussi de pouvoir produire s'il a la possibilité de décaler sa production aussi au temps opportun. Et je pense que l'effet sera assez important si on a cette liberté de le faire. Oui, en plus, en parallèle de ce que dit Patrick Berchi, on est en train de vivre une révolution dans le domaine du comptage. Hein. On a aujourd'hui des compteurs qui, chez vous à la maison, on va relever une fois par année et on ne sait pas du tout comment ça s'est passé dans cette période d'une année, votre consommation. D'ici 2027, 80% des Suisses seront équipés de compteurs intelligents, dits intelligents, des compteurs qui permettent de connaître à chacune et à chacun sa consommation au quart d'heure et qui permettra justement d'arriver dans des tarifications peut-être plus dynamiques qui permettront d'inciter en disant attention, sur le réseau, on a peut-être plus de consommation entre 5 heures et 7 heures le soir en hiver, donc peut-être un prix un tout petit peu plus élevé à ces moments-là, moins élevé à d'autres moments qui permettent d'inciter un déplacement des charges qui sera une bonne chose pour le réseau lui-même et qui permettra aussi au consommateur de jouer son rôle dans cette dynamique-là finalement. Oui, excusez-moi, encore une question subsidiaire. Enfin, j'ai rapidement évoqué, mais il y a quelques années, j'ai entendu parler d'une société, je crois que c'était Tico, quelque chose comme ça, qui accumule des capacités d'effacement et puis qui les met à disposition des GRD. Est-ce que c'est toujours un thème ou bien est-ce que ça ne vous intéresse pas ? Enfin, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place les conditions cadres pour que ce genre de société puisse exister et puis vous mettre à disposition ces capacités d'effacement en cas justement de surcharge? Oui. Alors ce que faisait TICO, en fait, c'est d'en parler un peu Neil Rayman avant. C'était du pooling finalement de très petites capacités, en jouant notamment sur les chauffages ou sur les boilers pour jouer finalement sur du réglage dessus. Il s'est avéré que ça pas forcément pris l'ampleur que prévoyait TICO à ce moment-là. Je pense que ça fait beaucoup de sens à terme d'utiliser probablement les batteries pour le faire, les batteries de véhicules quand ils sont chargés sur le réseau. Mais encore une fois, en Suisse, sur la partie effacement globalement, du moment que le réseau tient, on a cette capacité avec l'hydraulique qui est là pour s'adapter à court terme. En plus, dernièrement, on a l'inauguration de grosses capacités avec l'Intal, avec Nandrans, qui permettent une adaptation à court terme de la consommation, qui sont des bons moyens. Par contre, il ne faut pas se leurrer. Hein. Nandrans, en 15 heures, le bassin du haut, il est vidé. Donc, on ne va pas résoudre notre problème d'approvisionnement en hiver par le stockage dans Nandrans, par exemple. Par contre, on a une capacité d'adaptation qui est bien là. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire ces parties pooling de capacité. Je pense qu'elles peuvent faire du sens. Aujourd'hui, économiquement, elles sont plus difficiles que d'utiliser nos barrages. Merci. Je sais qu'il y aura encore beaucoup de questions, mais l'heure a tourné. Il est temps de conclure. Je remercie les orateurs pour la qualité des présentations, la qualité des réponses. Et Monsieur Page, vous voyez qu'il y a beaucoup de motions que vous pouvez encore déposer, notamment pour secouer la branche électrique. Merci.